Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité. Ce soir, pose de la première pierre des travaux de construction des communes, des sièges des communes de Tombolia, Kabylie et Lambagny. C'est une action du gouvernement à travers l'ANAFIC. Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. Et puis santé. Les opérations de fermeture des cliniques et clandestines ont débuté partout en Guinée. Les cliniques non conformes sont dans le viseur du comité technique national. Docteur Capitaine Ali Badra Camara est notre invité ce soir. Enfin, fermeture du port de Poulbiné afin de sécuriser les traversées des îles de l'Os. Cette disposition de l'agence de navigation maritime est appliquée par la gendarmerie maritime et les services de sécurité et de défense. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans le titre, pose de la première pierre des travaux de construction des sièges des communes de Tombolia, Kabylie et Lambagny. C'est une action du gouvernement à travers l'ANAFIC. Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. L'idée est de rapprocher l'administration des populations locales. Ces différentes cérémonies ont été présidées par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Moussa Bangoura. La décentralisation en marche dans la capitale Conakry. Après la création de nouvelles communes et l'installation des délégations spéciales, l'heure est à la construction de leur lieu de travail. Cette pose de briques annonce le début des travaux de construction des sièges des mairies de Tombolia, Kabylie et Lambagny. Président de la République Mamadi Doumbouya, pour la mise à notre disposition le fonds nécessaire pour la construction des sièges des nouvelles communes de Conakry. Je demande à toutes les entreprises de respecter le délai contractuel qui est de 6 mois. Je vais demander les présidents, leurs délégations, d'accompagner les entreprises à mener à bien ce gigantesque projet. Car ce qui est en train de se réalise pour nos populations. Un délai d'exécution de 6 mois, ces édifices publics comprendront 2 bâtiments de 2 étages chacun, des salles de conférence et une quarantaine de bureaux. Le même plan sera utilisé dans les nouvelles municipalités de Conakry. Toutes les ressources sont disponibles pour pouvoir achever les travaux. Et à date, 70% des ressources liées au contrat sont mises à disposition du gouvernorat qui en assure la maîtrise d'ouvrage par délégation des nouvelles communes. Notre siège, Kabylie, un bâtiment qui va regorger beaucoup de bureaux et beaucoup de cadres qui seront là pour réfléchir et faire le développement de cette commune. Et cette stratégie, nous la devons à Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La mairie prend l'engagement ferme que ce bijou que nous aurons sera entretenu, il sera dans de bonnes mains afin que la continuité soit toujours assurée sans problème. Le financement de ces infrastructures publiques est assuré par l'ANAFIC avec pour maître d'ouvrage le gouvernorat de Conakry. L'objectif du gouvernement est de doter ces nouvelles communes de sièges modernes en vue de mieux faciliter l'accès à l'administration locale. Moralisation de la chose publique, plus de 150 milliards recouvrés en faveur des entités de l'État par l'agent judiciaire en 2 ans face à la presse. Maître Mohamed Sampil a expliqué les attributions de la structure et son rôle dans la lutte contre le détournement des deniers publics. C'était constitué partie civile dans près de 200 affaires devant la CRIEF. Tierno Younoussaba. L'agence judiciaire de l'État est un service rattaché de la présidence de la République. Elle s'occupe de la réglementation des affaires contentieuses de l'État, mais aussi procède au recouvrement des créances. En 2023, l'agence a géré 87 affaires devant la CRIEF et a réussi à recouvrer plusieurs milliards en faveur de l'État. Nous avions pu recouvrer pour l'État et pour certaines entités publiques un montant de 127 milliards 665 millions 113 588. Donc pour le Conseil guinéen des chargeurs, 5 milliards 185 millions
514 904 francs guinéens. Fonds d'appui à la promotion des gaz, 3 milliards 806 664 976. La SONAPI, 104 285 090 francs guinéens. Direction générale des douanes, 153 millions. Société navale guinéenne, 59 milliards 683 293 670. Société des eaux de Guinée, 324 717 000. Société nationale des pétroles, 50 milliards 668 18 571. En 2024, l'agence s'est constituée partie civile pour défendre l'intérêt de l'État dans 117 affaires devant la CRIEF. Aujourd'hui, elle a mobilisé plus de 30 milliards de francs guinéens. Au titre des montants que nous avions recouvrés et transférés à la GRASC, 50 550 €, 195 700,245 $ US, 324 178 970 francs guinéens. Lors de ce oral, l'agent judiciaire de l'État a exprimé sa ferme volonté à lutter contre les prédateurs économiques en faveur du développement et de la répartition équitable des richesses. Tous ces efforts sont fournis pour nous dans l'intérêt du peuple de Guinée. La lutte qui est menée contre la prédation économique sous toutes ses formes par les nouvelles autorités commence à donner, n'est-ce pas, des retombées positives en faveur du peuple de Guinée. Car la lutte contre la corruption, contre les détournements de deniers publics, contre l'enrichissement illicite constitue un objectif noble du chef de l'État. S'agissant des procédures de détournement, Maître Sampil a évoqué l'affaire de la douane sans donner assez de détails pour des questions de secret de l'instruction. Il a en outre rassuré la bonne collaboration avec la GRASC dans la lutte contre la délinquance économique et financière. C'est une initiative de l'antenne pays de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane à Wami Guinée. La Guinée abrite le forum sous-régional des étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Cette biennale a connu une mobilisation des étudiants arabophones de la sous-région. Cette rencontre qui va s'écouler pendant 5 jours va permettre aux étudiants de lutter contre les fléaux qui détournent leur idéologie religieuse, culturelle et civilisationnelle. Marwan Kamara et Laj Ismaël Nabé. Ce forum sous-régional regroupe des étudiants arabophones venus de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, la délégation saoudienne et les membres du gouvernement. La rencontre va durer 5 jours. Elle offrira une plateforme d'échange académique et culturel aux étudiants de la langue arabe. Le programme est accueilli à Conakry par l'antenne pays de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, WAMI. Vous savez, aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes du monde, ces idées qui détournent la jeunesse du monde, et principalement la jeunesse musulmane africaine. Mais à partir de ce genre d'activité, la WAMI réussit de pousser la jeunesse à aller vers les idées qui vont vers le développement socio-culturel des pays et des nations. Au cours de cette activité scientifique, les participants seront initiés à plusieurs modules de formation en rapport avec les valeurs culturelles et idéologies musulmanes. L'objectif de ce séminaire tire ces idées ou ces idéaux des objectifs de la WAMI, qui se base principalement à protéger la jeunesse de toutes les idées radicalistes qui menacent aujourd'hui pas seulement la jeunesse, mais la société musulmane elle-même. Cette organisation jette les bases d'une société solide. Et quand une jeunesse d'un pays est bien formée, bien structurée, bien encadrée, à la clé, c'est le développement qui est assuré. Que la WAMI soit par là vivement remerciée. WAMI est une organisation à but non lucratif. Opérant en Guinée depuis plusieurs années,
Cette ONG d'origine saoudienne œuvre pour la promotion de l'islam et de l'éducation à travers des séances de formation et la construction des infrastructures scolaires et sanitaires en faveur des communautés. À l'enseignement technique, le PAFISAM, projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans le secteur agricole et minier, multiplie les initiatives pour la modernisation des établissements et leur équipement dans les CFP cibles du projet disposant de filières en électricité, chaudronnerie. Les équipements modernes sont installés avant leur utilisation. Apprenants et formateurs bénéficient d'une mise à niveau. Thiernos Mandialo. Avec le développement des grands projets dans le pays, le gouvernement s'active dans l'équipement des centres de formation professionnelle. Grâce au financement de l'Agence française de développement à travers le projet PAFISAM, plusieurs CFP ont été dotés d'équipements modernes pour lier la théorie à la pratique. Particulièrement moi, c'est la première fois de voir certains équipements. Par exemple, si je prends le poste de soudage Micmac, c'était la première fois de voir. Et nous sommes parvenus à voir les différentes opérations que nous devons effectuer. Le monde évolue aujourd'hui à une vitesse exponentielle. Si l'on ne prend pas des dispositions au niveau local, au niveau des établissements de formation, nous allons former des gens qui ne seront pas être directement absorbés par le monde du travail et de l'emploi. Afria voit à quoi ressemble la salle dédiée aux cours pratiques en électricité. Grâce à l'intervention du projet PAFISAM financé par l'AFD, de nouvelles salles ont été construites et équipées de simulateurs pour préparer les apprenants à travailler dès leur sortie dans les moyennes et grandes unités industrielles modernes. Ici, par exemple, on a installé un automate dans un coffret avec les contacteurs et les fins de course, dans une usine à alumine qui va déplacer un chariot d'un point A à un point B qui doit transporter de la soude caustique. Quand on parle de la soude caustique, c'est un élément qui est très dangereux, donc il ne s'agit pas de la présence humaine. C'est pourquoi ici on a utilisé un automate. Avec les boutons poussoirs, on peut actionner ici, voir la simulation et expliquer le déroulement du chariot. Le renforcement de capacité des formateurs est tellement important que c'est même indispensable dans la mesure où c'est la seule condition qui permet aux formateurs non seulement de mieux former les apprenants, mais d'utiliser à bon escient les équipements qui sont livrés. 11 écoles d'enseignement technique sont couvertes par le projet PAFISAM. Le projet a permis leur rénovation, leur équipement et la formation des formateurs dans diverses filières. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel reste très engagé pour accompagner les entreprises dans l'atteinte des performances. Des gestionnaires de ressources humaines viennent d'être outillés à l'ingénierie de la formation. Ils se disent désormais aptes à optimiser la conception et l'analyse d'un plan de formation. Komara Moussa. Ils sont responsables des ressources humaines des entreprises et ils ont la même ambition. Maîtriser les outils de l'ingénierie de la formation pour concevoir et piloter des dispositifs de formation. Durant 5 jours, cet expert du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO va leur fournir toutes les clés de ce levier indispensable dans le maintien des compétences. Chaque étape de la démarche a ses outils et ce sont ces outils-là que nous allons nous employer à faire acquérir aux participants pour qu'à la fin du séminaire, ils soient capables et autonomes dans leur travail. On va faire un diagnostic de compétences, regarder par exemple, évaluer l'écart entre les compétences requises et les compétences acquises. Donc ce différentiel nous permet de mettre en place un plan de formation. Une cinquantaine de responsables des ressources humaines prennent part à cette formation. Ils sont répartis en 2 groupes pédagogiques afin qu'ils puissent appréhender l'ensemble des outils et méthodes de cette approche. La qualification des ressources humaines dans les entreprises est une priorité de Madame la Ministre. À ce titre, pour que les employés des entreprises soient mieux formés, faudrait-il encore que les responsables des ressources humaines, les directeurs des ressources humaines des entreprises soient qualifiés pour que nous puissions offrir une nouvelle offre de formation aux entreprises et ça tient beaucoup à Madame la Ministre et c'est pour cela que nous avons organisé cette formation qui consiste à doter les directeurs des ressources humaines des outils les permettant de faire des diagnostics, des bilans de compétences afin de qualifier le capital humain dans les entreprises. Et cette formation de grande portée, ces responsables des ressources humaines d'entreprises seront capables d'analyser, de concevoir, de planifier et de réaliser une action de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif visé.
Et puis le ministre du Travail et de la fonction publique informe tous les nouveaux fonctionnaires récemment recrutés qui sont tenus de vérifier et compléter leurs informations administratives et de transmettre le relevé d'identité bancaire RIB auprès des chefs de division des ressources humaines CDDRH de leur ministère d'affectation. Cette démarche est essentielle pour permettre le traitement de leur prise en charge salariale à compter du mois de janvier 2025. La date limite de dépôt des RIB est fixée au vendredi 10 janvier 2025 à midi. Passé ce délai, le ministère ne saurait être tenu responsable des retards dans le versement des salaires des agents n'ayant pas rempli cette formalité dans les temps impartis. Pour toute question et précision, les agents concernés sont invités à se rapprocher de leur CDDRH. Le ministre du Travail et de la fonction publique remercie l'ensemble des agents pour leur collaboration et leur diligence. Le ministre Faya François Boruno. Dissémination de la nouvelle politique de population des administrateurs publics et privés était récemment en concertation autour de cette thématique. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale met les questions de population comme partie intégrante du processus de développement socio-économique. Explication, Tabansila, Youssouf Kamara. Venus de plusieurs départements ministériels de l'Université de Somphonia et de la société civile, ces experts sont réunis autour de la dissémination des rapports nationaux du dividende démographique. La mise en œuvre de cette politique de développement est soutenue par la Banque mondiale à travers le projet SWET. La Guinée a été le premier pays d'ailleurs à avoir les résultats de la budgétisation sensible au dividende démographique qui ressort un peu l'indicateur du bien-être de la population. Il y a des secteurs qui sont identifiés dans lesquels l'État doit beaucoup investir pour obtenir vraiment l'indicateur du bien-être. Cette activité de dissémination constitue une étape importante qui favorise la capture du dividende démographique. Le conseiller principal du ministre du Plan et de la Coopération internationale a représenté le chef du département à cette rencontre. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale, à travers la Direction nationale Population et Développement, intensifie les actions d'information, de plaidoyer et de dialogue avec toutes les parties prenantes afin de réaliser un objectif qui est d'entretenir son premier dividende démographique. À la suite de ces échanges intersectoriels, il sera question d'élaborer un plaidoyer pour l'intégration de ces rapports dans les stratégies nationales de développement. Espace santé, vous le savez déjà, les opérations de fermeture des cliniques clandestines ont débuté partout en Guinée. Les cliniques non conformes sont dans le viseur du comité technique national. Dans le Grand Conakry, les agents sont sur le terrain pour procéder à la fermeture de ceux ne respectant pas les règles. Lansana Marisila, Tcherno Maroufba. Depuis une semaine, pas de répit pour les agents du comité technique de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et contrefaçon des médicaments et autres produits de santé. Pour cette nouvelle offensive, les cliniques clandestines sont dans la ligne de mire des agents. À Yimbaya, ce bâtiment vétuste sans aucune identification fait l'office d'un cabinet dentaire. À l'intérieur, les normes d'hygiène font froid au dos. Dans les différents compartiments de cette clinique, rien n'est respecté pour répondre à l'offre de soins à la population. Et on a constaté ici que ce monsieur exerce en toute illégalité. Il n'a ni d'arrêté de création ni d'exploitation. Et l'infrastructure n'est pas adéquate, il n'a pas d'équipement. Et tout ce qui se fait là est contraire aux normes édictées par le niveau central. C'est ce qui a motivé notre venue ici et procéder à la fermeture. À Matodo Rabitaya, cette haute clinique est classée non conforme. Logée dans une concession, cette clinique traduit les conditions inappropriées pour l'ouverture d'une clinique. Un constat qui a permis aux agents d'approfondir les investigations. Après des heures d'échange, les locaux sont scellés et la propriétaire convoquée au département de la santé. La fermeture des cliniques clandestines constitue désormais un autre combat du gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
À présent, je reçois sur ce plateau Dr Capitaine Ali Badra Kamara, médecin légiste des armées, inspecteur général de la santé et président du comité technique national de lutte contre la pratique médicale et paramédicale illégale, le trafic et la contrefaçon de médicaments et autres produits de santé. Bonsoir capitaine et bienvenue. Bonsoir, merci. Sur ce plateau. Bienvenue sur ce plateau. Après la croisade contre les produits pharmaceutiques contrefaits nuisibles à la santé, vos équipes sont sur le terrain pour traquer maintenant les pharmacies qui ne respectent pas les règles. C'est quoi la véritable mission du comité technique? À l'entame, il faut savoir que le comité technique national est une structure pluridisciplinaire et multisectorielle qui est créée au sein du ministère de la Santé et placée sous l'autorité de son chef de département, le docteur Oumar Djoueba. Ce comité est composé des responsables des directions techniques impliquées et pouvant être impliqués dans la lutte contre les pratiques illégales et non conformes des métiers de la santé, qui sont appuyés par les agents des forces de défense et de sécurité, à savoir la douane, la police et la gendarmerie nationale, auxquels s'ajoute le parquet de la CRIEF qui est compétent pour traiter les infractions portant atteinte à la santé publique. Le comité, comme son nom l'indique, a pour mission de lutter contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé. Globalement, il s'agit de planifier et de mettre en œuvre des actions fortes allant dans le sens de faire respecter la législation et la réglementation dans le domaine de la santé. Justement, nous venons de suivre ce reportage réalisé par nos reporters Tcherno Maroufba et Lansana Marisila. Vos équipes sont sur le terrain. Parlez-nous un peu des tenants et aboutissants de cette croisade contre les pharmacies illégales. Ce qui est important de mentionner dès le départ, c'est que cette action s'inscrit dans la vision globale de refondation de l'État prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, est imprimé vigoureusement dans le secteur de la santé par le docteur Oumar Djoueba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Tout le monde est témoin aujourd'hui des conséquences que provoque la pratique de la médecine et de certaines spécialités médicales par les non-professionnels. Ça commence par l'aggravation de l'état de santé de certains malades qui viennent dans des structures où on les fait traîner pendant longtemps sans bénéficier d'un bon diagnostic et d'un bon traitement. Mais plus loin, le cas spécifique des femmes enceintes qui viennent en détresse et qui décèdent dans des structures inappropriées, dans des mains non expertes. Qui dit refondation, dit réforme. Et les réformes, par essence, elles sont douloureuses. C'est comme une personne qui vient vous voir avec une plaie, qui a un abcès. Si vous n'avez pas le courage de rompre l'abcès, d'appuyer et de sortir le pus, vous ne pouvez pas guérir la plaie. Les mesures que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en train de prendre aujourd'hui sont douloureuses, c'est vrai. Elles porteront atteinte à l'intérêt personnel de certains praticiens, mais au bout du compte, ce que nous allons avoir, c'est la protection de notre population et au-delà, la préservation de notre santé publique et la noblesse des métiers de la santé. Ce n'est pas parce que pendant des décennies, nous n'avons pas respecté les règles que nous allons continuer à violer les règles. Si une génération a quitté les rails, il faut bien qu'une génération prenne la responsabilité de revenir sur les rails. C'est pourquoi toutes les structures qui sont administrativement dans des situations irrégulières et chez qui les conditions d'infrastructure, d'équipement et de personnel qualifié ne sont pas remplies, seront purement, ou d'ailleurs sont en train d'être purement et simplement fermées, et les responsables sont orientés vers le ministère de la Santé pour se régulariser. Par rapport à cela, nos services techniques sont disposés toute la journée à prendre en charge les cas spécifiques les concernant pour les aider à rentrer dans la régularité. De l'autre côté, toutes les structures au sein desquelles il sera constaté des infractions comme l'exercice illégal des professions de la santé, l'usurpation de titres ou de fonctions, le faux et usage de faux, la détention de substances nuisibles, ils seront purement et simplement interpellés et traduits devant les autorités judiciaires. Pour terminer, capitaine, vous n'êtes pas dans la répression seulement, vous êtes aussi dans la sensibilisation. Quel message pour ces détenteurs de pharmacies et cliniques illégales? Il est extrêmement important que tous les praticiens sachent que cette action est une action noble et qui va dans le sens de séparer les mauvaises graines des bonnes graines.
tous ceux qui savent qu'ils détiennent des structures qui sont dans l'illégalité et qui ne sont pas dans un état de conformité selon les normes édictées par le ministère de la Santé doivent purement et simplement fermer leurs structures et se retourner vers le ministère de la Santé pour se régulariser. Il est important d'inviter aussi les dirigeants, les responsables locaux, à savoir les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier, les chefs de secteur, puisque c'est eux qui connaissent bien leur circonscription. Nos équipes sont déployées. Notre souhait est que vraiment ils soient appuyés par eux et orientés vers les endroits où ils peuvent faire leur intervention. Quant à la population, ce combat est mené pour la population. C'est vrai que c'est une action de l'État, c'est une action du CNRD, c'est une action soutenue par le président de la République, mais il faut que la population adhère et qu'elle accompagne. Donc nous les invitons, lorsqu'ils verront nos équipes sur le terrain, à les orienter et à les partager certaines informations utiles à la réussite de cette mission. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup, monsieur. Ok, vous allez rester avec nous. On va partir en région forestière où la lutte contre les MGF, le ministère des Personnes vulnérables met en place des actions pour éradiquer ce fléau. Après plusieurs enquêtes, le constat révèle qu'aucun cas de mutilation génitale féminine ne se produit sans l'implication d'un professionnel de la santé. C'est ainsi qu'une campagne de sensibilisation est lancée à région forestière, notamment dans les écoles de Nzérékoré. Mohamed Salioupaï, Lasseka Misoko, Mohamed Lamine Diallo. Informer les étudiants en santé sur la gravité des mutilations génitales féminines et les sensibiliser à ne pas participer de quelque manière que ce soit à cette pratique néfaste, tel est l'objectif visé par cette campagne de sensibilisation. À travers cette démarche, le ministère de la Promotion féminine entend inculquer aux futurs professionnels de la santé des valeurs de respect et de protection des droits des femmes et des filles afin qu'ils soient des acteurs clés dans la lutte contre ce fléau qui gangrène notre société. Il ne se passe pas un cas de mutilation génitale féminine à l'heure actuelle sans l'implication d'un agent de la santé. Et c'est pourquoi l'idée est venue pour élargir l'information au niveau des écoles de la santé de la région, pour amener les futurs médecins d'État et les futures infirmières à se passer de ce fléau. Les conséquences accrues, c'est parce que si on dit que ça peut créer des fistures, cela ne veut pas dire que si toi tu fais en tant que médecin, tu ne peux pas avoir des fistures parce que tu réduis ici, n'est-ce pas, l'anneau vaginal. Et dès que tu le fais, cela va créer des accouchements difficiles. Il importe de rappeler que la pratique des mutilations génitales féminines est strictement interdite et punie par la loi en Guinée. Cette campagne de sensibilisation est la preuve de l'engagement des défenseurs des droits des femmes et filles à bâtir un avenir sans mutilation génitale féminine. Et notre pays, la Guinée, veut incarner cette révolution en honorant ses engagements vis-à-vis des conventions et traités internationaux en la matière. Violence sexuelle, le phénomène est devenu récurrent ces derniers temps à Conakry. 149 cas enregistrés en 2024. Je dis bien 149 cas enregistrés en 2024 selon le projet. Une réalité qui pousse le ministère de la Promotion féminine et le Haut Commissariat des Nations Unies à mettre des stratégies visant désormais à réprimer toutes les actions allant dans ce sens. Les présidents des tribunaux, certains responsables de barreaux accompagnent la croisade. Mohamed De Camara. Les violences sexuelles continuent à prendre de l'ampleur dans le pays. Les dernières statistiques de l'OPROGEM estiment qu'il y a eu 149 cas de viol, notamment en 2024. Ces multiples cas de violence amènent les autorités du pays, à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, de faire une étude sur la réponse judiciaire aux violences sexuelles. L'étude ne se limite pas à une simple analyse théorique, mais elle se fonde sur une collecte de données menée de manière participative, impliquant non seulement les professionnels de la justice, mais aussi des acteurs de la société civile. Les actions qui ont été portées comme recommandations seront mises en œuvre pour le bien-être des survivants de viol. L'étude vise à orienter des réformes concrètes en vue d'assurer une meilleure prise en charge des victimes et une répression plus efficace des auteurs, un engagement des autorités du pays. Malgré les progrès réalisés, la réponse judiciaire aux violences sexuelles reste marquée
par des défis institutionnels et des dynamiques sociales complexes qui entravent l'accès à la justice pour les survivantes. Il est de notre devoir et de notre responsabilité d'assurer un environnement sûr. Cette rencontre de validation du rapport de l'étude portant analyse des dynamiques sociales et légales de la réponse judiciaire aux violences sexuelles en Guinée, PAPEV, est mise en œuvre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et d'autres partenaires nationaux et internationaux. Sur le continent, l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire a célébré récemment le colonel Yaya Camara. Ce fonctionnaire de police reçoit la médaille d'honneur de la police ivoirienne, une médaille décernée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Une cérémonie qui a connu une forte mobilisation de la représentation diplomatique guinéenne établie dans ce pays frère. Commentaire, Alpha Isiagaba. C'est le fruit d'un travail acharné couplé à la responsabilité partagée. Le colonel Yaya Camara a été célébré par l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire. L'officier a reçu la médaille d'honneur de la police ivoirienne, une médaille décernée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour service rendu à la nation. C'est dans le cadre de la célébration de la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en terre ivoirienne. Un honneur qui me remplit de profonde exaltation et de profonde gratitude. Je mesure pleinement l'importance des conséquences d'un travail bien fait, de la bonne collaboration au sein de nos équipes et du sens de la responsabilité partagée. Une distinction qui réconforte la représentation diplomatique de la Guinée en Côte d'Ivoire. Le colonel Camara est une fierté pour toute la communauté guinéenne installée dans ce pays frère. Aujourd'hui, j'éprouve des sentiments de fierté. De fierté parce que nous sommes plusieurs nationalités africaines en Côte d'Ivoire. Mais que le gouvernement ivoirien ait pris à travers le ministère de la Sécurité soin de décorer un cadre guinéen, on est fiers de l'être. Le prix, comme disait tantôt, c'est un travail d'abnégation que M. Yaya Camara a fait preuve. Et ça, nous en sommes fiers. Cette récompense et le couronnement d'une mission bien accomplie, c'est autour d'un repas que cette cérémonie s'est achevée. Au ministère de la Sécurité, une plateforme nationale vient d'être lancée vient d'être dédiée aux entreprises, de sécurité. Un outil qui permettra de centraliser les informations, faciliter les échanges et garantir une transparence et traçabilité des activités du secteur. C'est dans ce souci de matérialiser ces activités que l'Office de régulation des agences de sécurité de la protection civile a créé cette plateforme. Abdul Karim Kamara. Le secteur de la sécurité privée connaît de plus en plus de réformes. Désormais, un regard neuf est porté sur la gestion transparente et rigoureuse des activités de sécurité privée. Pour garantir cela, une plateforme de gestion est développée par l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Il y a beaucoup d'avantages liés à cette application. Il permettra aux entreprises de se créer un compte, faire le suivi de leur activité, déclarer les contrats et en même temps suivre les agents de sécurité, la mobilité surtout. L'initiative s'inscrit dans la dématérialisation des activités, une transformation numérique dans laquelle s'engage l'ORASPC afin de moderniser et structurer le secteur de la sécurité privée. Cette plateforme va permettre d'avoir une liste la plus exacte de toutes les entreprises de sécurité et un contrôle exact sur ces entreprises afin de pouvoir rentabiliser un peu sur les différents contrats que nous allons exécuter avec nos différents prestataires. Vu qu'il y a des redevances que nous allons aussi mettre en place au niveau du service trésor public qui passera également au niveau de l'ORASPC, ça encouragera également notre office de régulation à faire plus dans le futur. Et je demande à tout un chacun et aux autres entrepreneurs d'avoir le courage de venir vers l'ORASPC pour pouvoir améliorer les choses qui ne vont pas au niveau du secteur privé.
Après cette première présentation, il est prévu une réunion technique comme phase pilote afin de tester la plateforme et intégrer le retour des entreprises de sécurité privée. Dans l'actualité également, fermeture du port de Boulbiné afin de sécuriser la traversée des îles de l'Os. Cette disposition de l'Agence nationale de navigation maritime est appliquée par la gendarmerie maritime et les autres services de défense et de sécurité. Une innovation saluée par les passagers qui empruntent en toute sécurité des bateaux de grande capacité adaptés pour le transport maritime. Moussa Bangoura. Par le biais d'un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale, le port de Boulbiné est fermé aux usagers du 31 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Une décision de l'Agence de navigation maritime du ministère des Transports en collaboration avec les services de défense et de sécurité. L'enjeu est de sécuriser les traversées de l'archipel des îles de l'Os en cette période de forte mobilité due aux festivités de fin d'année. Nous sommes venus voir effectivement si les consignes de sécurité et les dispositifs de sécurité qu'on a mis en place ici sont respectés. Mais pour le moment, tout se passe bien. Et on a déployé les agents sur le terrain, à Kassa, à Rome et partout. Mais pour le moment, tout se passe bien. Voilà, et tous les bateaux aussi sont dotés de gilets de sauvetage. Durant une semaine, la gare maritime de Sandervalia et la marina du Petit Bateau sont les deux points d'embarquement pour les îles de l'Os. Pour réussir ce pari, la direction générale de la société navale guinéenne a mis à la disposition des passagers 5 bateaux de grande capacité pour concilier confort et sécurité afin de sauver des vies. L'objectif de cette opération ce matin, c'est vraiment de faire traverser nos touristes et la population sans incident. Parce que nous avons reçu quand même ces consignes fermes de nos autorités de faire une traversée sans incident avec le plus grand confort. L'émotion, moi franchement, je dis waouh, c'est super et super vraiment bien. Je peux dire tout est confortable, tout est normal, tout est bien. Franchement, j'apprécie. Dans un passé récent, les drames étaient récurrents lors des festivités du Nouvel An. Cette année, le dispositif sécuritaire est renforcé. Une vaste campagne de sensibilisation est aussi mise en branle pour des festivités sans accident. Cela rejoint aussi le message que le chef de l'État a délivré. Nous voulons une société plus apaisée où chacun essaie de jouer sa partition pour le bien de tous. Donc vraiment félicitations. Il y a eu beaucoup de monde qui sont déplacés aujourd'hui. C'est un engouement certain. Ça nous oblige à augmenter les capacités de l'État pour déplacer les populations et encourager aussi les investisseurs privés à s'occuper de ce segment qui va connaître un avenir certain avec le développement du tourisme insulaire. Du 31 décembre au 5 janvier, le port de Boulbiné est ainsi fermé aux usagers et les contrevenants s'exposeront à des sanctions allant jusqu'à la confiscation de leurs engins nautiques. C'est l'heure du bilan à la Société des eaux de Guinée. Le respect de la tradition et de rigueur en témoigne la dernière rencontre que la direction générale a organisée sous l'égide du président du conseil d'administration. Rencontre au cours de laquelle d'importantes mesures ont été prises pour plus d'eau dans nos robinets en 2025. Nabi Kamara. Ici, tout a commencé par l'évaluation des activités menées au cours de l'année qui s'en va avant de fixer les objectifs pour celle à venir. En somme, ces cadres ont parlé de la gestion de l'exploitation, le budget annuel, la statistique du taux de réalisation et la synthèse de l'évolution des travaux sur le terrain. Maintenant, nous avons présenté la physionomie du réalisé, comparé aux objectifs à l'initial au démarrage de l'année 2024. Bon, il ressort que la SEG a véritablement traversé une période extrêmement difficile compte tenu de la conjoncture qu'elle rencontre, c'est sur le plan de l'alimentation en eau potable. Les infrastructures sont dans un état de dégradation très très avancé à cause de leur vétusté et à cause du fait que derrière, il n'y a pas eu de plan suffisant
d'accompagnement sur la maintenance préventive pour éviter les casques. Pour cela, l'État est interpellé, quand bien même l'engagement de la Direction générale de la Société des eaux de Guinée est total. La SEG est une société publique qui est très malade parce qu'il y a des déficits d'ordre structurel qui font qu'elle n'arrive pas à remplir correctement sa mission. Mais le motif d'espoir, c'est qu'il y a une équipe dirigeante qui est très dynamique, qui est dévouée et qui veut changer les choses au sein de la SEG de façon à satisfaire les besoins de la population, c'est-à-dire fournir la population en eau potable. Donc c'est un défi à relever. Au cours des débats, il a été question également des cotisations sociales pour permettre la prise en charge éventuelle des travailleurs de la SEG en cas de problème. Coup de balai des citoyens de la commune, de la nouvelle commune de Kabylie, ils adhèrent ainsi à cet ambitieux programme du gouvernement pour rendre plus attrayante cette autre porte d'entrée de Conakry. La promotion du civisme est aussi recommandée. Mounir Bari, Alpha Kamara, Lancé Koulibaly. Dans la nouvelle commune urbaine de Kabylie, la question de la salubrité publique est un point nodal. Avec l'adhésion totale des populations locales, les rues, carrefours et autres endroits critiques sont débarrassés des ordures pour promouvoir l'hygiène et la salubrité publique. Nous sommes là pour assainir notre quartier et nous voulons rendre le quartier exemplaire, un quartier meilleur et pur et pour notre santé. Nous sommes très contents de l'idée que M. le Président de la République a initiée. C'est pour cela qu'il est le parent de cette initiative. Lui-même prend pelle et picasse pour le nettoyage. Donc nous serons exemplaires comme lui. De la cimenterie en passant par Baïloubaya jusqu'au quartier Tobolon, le président de la délégation spéciale en compagnie des populations de sa juridiction était sur plusieurs fronts. Bon, l'assainissement est un problème national. Ça s'inscrit dans la droite ligne avec le projet de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a instruit à tout le pays de faire l'assainissement et que la compétence est en train d'être transférée dans les communes. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter pour le moment. Avec l'engagement du gouvernement et des communes urbaines, la capitale Conakry va au fur et à mesure retrouver son image d'antan. Au-delà de cette vaste opération d'assainissement, une campagne de sensibilisation et d'information sur les notions de citoyenneté est conjointement mise en branle pour un environnement sain susceptible de garantir la santé publique. Des jeunes de Ratoma prônent la non-violence dans leur commune. Un cadre de réflexion est créé pour intégrer les questions de sécurité et de paix dans le plan de développement local. 11 chefs de quartier s'engagent à maintenir un climat de paix dans cette collectivité. Abakar Junior Kamara. La commune de Ratoma renonce définitivement à la violence. Pour matérialiser l'idée, un cadre de concertation et de réflexion se tient ici pour définir les stratégies de lutte contre l'insécurité et maintenir la paix et la stabilité. Il était important pour nous de se mettre ensemble autour d'une table pour réfléchir et ensemble émettre des idées sur comment chacun de nous doit participer à la sécurisation de notre commune. La commune de Ratoma, nous l'avons connue par le passé comme étant une commune de violence, une commune instable, mais aujourd'hui, avec l'idée qui commence, avec les dispositions qui sont prises par rapport à ces activités, je crois que les choses vont changer, la paix va revenir, la stabilité va régner et je crois que le développement est à l'horizon. Les 11 quartiers de la commune prennent part à cette rencontre. L'objectif est d'intégrer une politique de sécurité dans le plan de développement local. Nous avons un service qui répond à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Notre premier devoir. Mais cela ne peut pas se faire tant que les chefs de quartier, les chefs de secteur, nous devons travailler ensemble pour aboutir à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Je remercie Madame la gouverneure de la ville de Conakry qui nous a permis d'avoir une réunion pareille dans la commune de Ratoma. Je demandais la jeunesse de Ratoma, les femmes de Ratoma, les chasses de Ratoma, tout le monde de se donner la main
pour qu'il y ait la paix dans la commune de Ratoma. Souvent décrite comme une zone marquée par l'insécurité, la commune de Ratoma veut refléter une nouvelle image et achever dorénavant celle d'une commune plus sûre. Si certains ont choisi amis et parents pour célébrer le nouvel an, les fidèles de la mission de la réconciliation et guérison ont consacré cette traversée à la prière, même rituel au ministère de la synergie du royaume. Samara Tonou. Pour accueillir le nouvel an, les fidèles croyants des églises de la réconciliation et guérison de Conakry et des villes environnantes se sont donné rendez-vous à la cathédrale La Grâce de Keitaya. Dans une immense joie, ces fidèles ont rendu grâce à Dieu pour ce haut fait dans leur vie et ont aussi prié pour leur famille ainsi que pour les autorités du pays. Nous sommes mis ensemble pour prier pour notre pays, prier pour nos autorités, prier que Dieu leur donne la force. Dieu soutient le chef de l'État, Dieu soutient ses collaborateurs, Dieu soutienne chaque homme de ce pays et prie de paix pour que la Guinée soit un havre de paix. Parce qu'avec la paix, on peut tout bâtir. Pour moi, il est très important de commencer l'année dans la maison de Dieu. Parce que Dieu, on le met en priorité. Et après Dieu, nous avons plein d'autres événements à célébrer. Au ministère de la synergie du royaume, les fidèles étaient aussi présents au temple pour rendre gloire à Dieu pour le nouvel an et ont également prié pour la paix en Guinée. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a gardés, nous a préservés, il nous a sécurisés. Il a pourvu à toutes choses dans notre vie. Donc ce soir, nous avons décidé de rester dans sa présence parce que nous savons qu'en 2025, il réserve encore de grandes choses pour nous. Il faut l'amour entre nous. Il faut qu'on s'aime. Aimons-nous les uns les autres. Il faut qu'il y ait le pardon. Le pardon, il faut qu'il y ait la compassion entre nous. C'est très important. À l'image de ces deux églises, le nouvel an est célébré dans la plupart des lieux de culte du pays. Une façon pour ces croyants de réaffirmer leur attachement à la parole de Dieu. Remise du prix Eddie Hamel du meilleur journaliste sportif. Cette année, la Palme d'Or revient à notre confrère Isia Gassila. Ce prix récompense le talent et le leadership du chef de la division des sports de la radio-télévision nationale. La cérémonie qui s'est déroulée dans un réceptif au Télé de la Place a connu la présence des autorités sportives et journalistes. Abdoulaye Diallo, Ousmane Kamara. En plein cœur de Kaloum, la cérémonie de remise officielle du prix Eddie Hamel 2024 du meilleur journaliste sportif a pris les allures d'une belle fête. Isia Gassila, le chef de la division des sports de la RTG Coloma, a décroché ce fameux sésame lors d'un concours organisé par le réseau des médias pour la paix par le sport en marge des Jeux Olympiques Paris 2024. Le journaliste sportif guinéen Isia Gassila a marqué le jury par la pertinence de son élément qui a ravi la vedette à une centaine de journalistes sportifs. Rendre honneur à mes formateurs depuis les cycles scolaires et universitaires jusqu'à la RTG. Et beaucoup se sont investis pour moi. Je prie Dieu à ce que j'ai la force et la santé de faire pour d'autres Guinéens. Et également mes collaborateurs à la RTG, ce prix, joignez-vous à moi pour dédier à mes 3 enfants. Remercier mon épouse qui est ici présente. Sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, nous avons eu en tout et pour tout 157 participants. Faire des Jeux Olympiques de Paris 2024 un facteur d'amitié pour essayer de comprendre également les valeurs de l'olympisme. Donc c'est ça qui nous a poussé et le reportage de notre confrère Isia Gassila a été retenu par un jury présidé par notre confrère Philippe Toussé et quelques autres confrères sur le continent. Cette distinction de Isia Gassila vient galvaniser la corporation. Les journalistes sportifs guinéens sont appelés à s'investir pour mieux accompagner les disciplines sportives. C'est le candidat de toute la Guinée, c'est le candidat de toute la presse, mais nous sommes en première position, à la première ligne. Alors vraiment, nous sommes fiers de lui. On est heureux et très très heureux. Je suis très heureux que cela soit parce que ça permet au niveau national de reconnaître le travail que font l'ensemble des journalistes sportifs
et de lever surtout les valeurs de ce métier-là que nous accordons autant d'importance au ministère des Sports. Dans la foulée, le président du réseau des médias pour la paix par le sport Zone Afrique a nommé Isiaga Silla comme le coordinateur du réseau en Guinée. Enfin, l'éducation, les mines et le développement durable, c'est le thème de la 3e édition du festival de Kouroussa. Plusieurs programmes étaient au rendez-vous pour valoriser la culture et les produits locaux. Cette année, Hadia Saran Darabakaba était à l'honneur pour son engagement constant en faveur du vivre ensemble. RTG Kankan, Tiamokaba. La ville de l'écrivain Kamara Leye accueille le festival de Kouroussa, Festico. Un rendez-vous économique, culturel et artistique. Première attraction, la danse du Dundumba pour exhumer le talent des hommes forts. Les prestations rappellent l'importance du vivre ensemble pour magnifier la diversité culturelle de la République de Guinée, pays des cultures. Ce festival est une vitrine pour exposer nos richesses culturelles, notre patrimoine culturel, mais aussi pour valoriser les talents et les initiatives locales. Pour cette édition, nous avons concocté des programmes riches et diversifiés, allant à la réflexion, apprentissage, le partage. Différents univers sont au cœur de ces retrouvailles de découverte et d'invention. Des produits innovants sont exposés pour valoriser l'artisanat et les produits agroalimentaires du terroir. De visite en visite, des visas se retrouvent à la Maison des Jeunes autour d'un panel. L'éducation, les mines et le développement durable sont débattus pour inciter la nouvelle génération à participer au rayonnement du Hamana. Les débats nous ont permis de ressortir des recommandations très fortes, notamment une décennie de l'éducation pour Koussa, qui va permettre ici de soutenir l'éducation de base, mais aussi les autres secteurs dédiés de développement pour mettre en place ici une croissance durable à Koussa. Le Festico, c'est aussi un moment de reconnaissance pour encourager des acteurs à tous les niveaux. Cette année, Adjassarandara Bakaba est à l'honneur pour son engagement en faveur du patrimoine culturel et artistique. Le choix porté à une dame, à une personne chère pour la Guinée, une dame qui a fait ses preuves au niveau national et international. Je vais nommer Adjassarandara. La fierté est que elle soit fille du terroir, descendant de Kamara Leye. Des ambitions communes sont partagées afin de promouvoir l'artisanat guinéen et les danses traditionnelles. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.com.